Après les deux premiers épisodes qui sont sortis en septembre et en avril, on va faire un nouveau focus sur les prêtés à l'approche de la fin de saison pour jauger les progrès des joueurs qu'on a envoyés s'aguerrir comme Isaac Touré ou Salim Benseghir. On parlera aussi de la situation de Pape Gueye à Séville, de Radonjic au Torino, du retour de blessure de Milik avec la Juve et bien sûr de tous les autres joueurs prêtés cette saison. Comme d'habitude, petite question pour vous avant de commencer la vidéo, pensez-vous que Pape Gueye doit rester à l'OM si Séville ne le garde pas, ou alors faut-il absolument le vendre d'après vous, et si c'est le cas, à quel prix faut-il le laisser partir? J'attends vos avis en commentaire. On commence directement par un focus sur le prêt de Lirola à Elche. Dans le dernier épisode, on parlait de sa situation qui était vraiment très compliquée, que ce soit individuellement et collectivement. Ils sont derniers de Liga en étant déjà condamnés à la relégation avec seulement 13 petits points au compteur, et ils comptent d'ailleurs 15 points de retard sur le 19ème. La situation de Lirola ne s'est pas améliorée depuis le dernier épisode où on expliquait qu'il n'avait joué qu'un seul match en 2023 avec une entrée en jeu de 17 minutes contre le Real lors d'une défaite 4-0, et depuis il est quasiment jamais sorti du banc, mis à part une entrée à la mi-temps contre Gérone il y a 10 jours. La situation interpelle d'autant plus quand on voit la situation sportive du club, ils enchaînent les mauvaises performances et pour autant Lirola a jamais sa chance. Peut-être qu'il y a des problèmes extrasportifs, un manque d'investissement ou une hygiène de vie discutable comme à l'OM, mais en tout cas c'est un prêt raté, sa valeur marchande est en totale chute libre. Pour rappel, on l'avait acheté autour de 13 millions d'euros et Transfermarkt l'évalue aujourd'hui à 2,5 millions. Il lui reste encore 3 ans de contrat à Marseille, la direction tentera de lui trouver une porte de sortie définitive cet été. Ce sera moins compliqué que pour d'autres parce que son salaire est relativement raisonnable, un peu moins de 130 000 euros mensuels et ça découragera moins de prétendants. Justement dans cette catégorie-là, il y a Jordan Amavi, prolongé jusqu'en 2025 avec un salaire d'environ 250 000 euros brut mensuels alors que sa valeur marchande continue de baisser et qu'à ce stade tu peux envisager que des prêts, mais à condition de prendre en charge une grosse partie du salaire parce qu'une résiliation ce serait vraiment très coûteux. L'hiver dernier, Nice ne payait d'ailleurs que 100 000 euros et le reste ça pesait toujours sur nos finances. En tout cas sur le plan sportif, sa situation n'a pas changé à Retafe. Son dernier match remonte au 13 novembre et 45 minutes face à San Roque Lepe, une équipe de D4 en Coupe du Roi. Seulement 4 matchs de Liga en début de saison et plus rien depuis. Cet hiver, il y avait la perspective d'un prêt à Brest pour les aider dans la mission maintien, un choix d'Éric Roy qui aurait permis de le mettre un petit peu mieux en vitrine après 6 mois très compliqués à Retafe. Finalement, ça s'est pas fait, apparemment parce que le coach de Retafe comptait sur lui, ça se voit pas vraiment et on se dirige comme prévu vers un retour à Marseille sans perspective de se relancer et avec un salaire qui repousse les prétendants, en plus d'avoir une relation conflictuelle avec Igor Tudor. À 29 ans, je pense qu'il voudra sûrement aller au bout de son contrat parce que ce sera compliqué pour lui d'avoir un contrat aussi confortable que celui-là par la suite. Un nouveau dossier compliqué pour la direction, mais faudra tenter de limiter la casse. Toujours au rang des salaires qui pèsent sur les finances, Kevin Strootman est lui titulaire avec le Genoa, avec 2 buts au compteur en 27 matchs de série B. Ça se passe bien individuellement et aussi collectivement parce qu'ils sont 2e du championnat avec 9 points d'avance sur Bari qui est 3e. Ils sont aussi à 2 points de Frosinone qui est actuellement leader. Ils sont très bien placés pour la montée en Serie A et il y a aussi la possibilité de jouer le titre. A priori c'était un prêt avec option d'achat alors qu'il sera en fin de contrat en juin. Le montant doit être très faible mais si ça correspond ne serait-ce qu'à 2 ou 3 mois de salaire, c'est toujours bon à prendre pour limiter la casse. C'est un salaire qui a totalement plombé nos finances, un flop sportif mais surtout économique. On voit enfin le bout du tunnel parce qu'il quittera le club en fin de saison, quoi qu'il en soit. Pour Conrad de la Fuente, il n'y a rien qui a changé, il est totalement écarté depuis début septembre et une courte entrée en jeu face à Volos pour une dizaine de minutes. Il n'a pas été utilisé sous les ordres de Mitchell et sa situation n'a pas changé depuis qu'Anigo est sur le banc. À voir s'il arrivera à avoir quelques minutes, mais ça paraît très peu probable au vu de la concurrence. Cet hiver, il y avait plusieurs destinations intéressantes, ça parlait de Saint-Etienne et pour le coup ça avait quand même du sens de voir ce qu'il pouvait faire en Ligue 2. Valladolid a toujours fait partie des prétendants mais ils ont jamais bouclé le dossier pour autant. Et dans les toutes dernières heures, ça parlait d'Hull City, mais là encore ça s'est pas fait et il se retrouve placardisé. Il reviendra temporairement à Marseille avant de repartir pour un autre challenge. C'est un joueur qui n'a pas baissé en cote pour autant, à titre indicatif Transfermarkt l'évalue à 3 millions, c'est-à-dire plus ou moins ce qu'on avait payé au Barça, et comme il sort de la Masia, ça reste un profil vraiment suivi. Il a aussi un salaire raisonnable, à peine supérieur à 50 000 euros mensuels, et ça reste abordable pour pas mal de clubs qui seraient prêts à miser sur lui, mais quoi qu'il en soit, sa situation à l'Olympiakos pose vraiment question, et personne n'est vraiment gagnant au bout, que ce soit l'OM, l'Olympiakos et le joueur qui ne progresse pas. Au rang des paris qui n'ont pas été payants, Luis Enrique a eu l'occasion de se montrer un petit peu plus depuis le début de la saison 2023 au Brésil. Il a joué 17 matchs au total entre les différentes compétitions brésiliennes. Botafogo a d'ailleurs remporté le Taça Rio 2023 et Luis Enrique a joué l'aller et le retour de la finale en étant passeur décisif à l'aller. À côté de ça, il a des statistiques offensives vraiment faibles, aucun but sur les 17 matchs de la saison et seulement 2 passes D. RMC Sport a d'ailleurs fait un point sur sa situation
situation en rappelant que l'option d'achat a été automatiquement levée s'ils jouaient la moitié des minutes avec Botafogo. Ils pourront jouer là-dessus s'ils ne veulent pas la lever. Il a en tout cas jusqu'à fin 2023 pour convaincre la direction du club brésilien de le conserver, mais comme l'expliquait Marcelin Chamoin qui était interrogé par RMC, il n'a pas fait de progrès à la finition et à la dernière passe et ça pose vraiment question. À l'OM finalement, à part un but en Coupe de France et les 5 passes D à la fin de la saison 2020-2021, on n'a rien vu ou presque. Hugo Bertelli est lui prêté à l'Olympique d'Alès qui joue en N2. Depuis son arrivée, il a joué 9 matchs avec un but au compteur contre hier. Sa situation, ça rappelle un petit peu celle de Flippono il y a quelques années quand il était prêté à 7. Il sera en fin de contrat en juin et on imagine qu'il ne sera pas prolongé, mis à part si la direction jugeait son prêt concluant, mais ils ont pas vraiment l'air d'être convaincus par lui. On se dirige vers un prêt sans retour et pour le coup à 19 ans, il a vraiment besoin de temps de jeu régulier pour lancer sa carrière. À son arrivée, Milik avait lui convaincu à la Juventus avant de se blesser à la jambe fin janvier, plus précisément une lésion du muscle fléchisseur qui l'a éloigné des terrains pendant 2 mois. Il a fait son retour début avril et au moment où je tourne cette vidéo, il a joué les 4 derniers matchs de la Juve en championnat, même s'ils viennent d'enchaîner 3 défaites d'affilée en Serie A. Il a aussi joué l'aller et le retour face au Sporting en Europa League, mais depuis son retour de blessure, il ne s'est pas encore montré décisif. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est qu'il a l'air totalement rétabli. Pour l'option d'achat, par contre, on a entendu un petit peu tout et son contraire, mais a priori, la Juventus serait prête à la lever. Faut dire qu'à 7 millions d'euros, c'est vraiment cadeau, mais on en saura plus à la fin du mois parce qu'il me semble qu'il y a une date limite pour qu'il puisse la lever. Radonjic a lui retrouvé une place de titulaire avec le Torino. Dans le dernier épisode, on parlait de la déclaration fracassante d'Ivan Juric qui pointait du doigt ses défauts en conférence de presse. Il est à nouveau titulaire depuis le 12 mars et un match contre Lecce avec une passe D à la clé. Il est redevenu un joueur important dans le 3-4-2-1 de Juric aux côtés de Vlasic pour soutenir Sanabria. Tuttosport rappelle que l'option d'achat était quasiment automatique, selon un certain nombre de matchs joués qui étaient apparemment relativement simples à atteindre et qui auraient déjà été atteints même si on n'a pas plus de précision. C'était peut-être 20 matchs et actuellement il en est à 28 de Serie A. Ça devrait rapporter 2 millions au club environ, ça permet d'éviter un départ libre même si le montant est pas incroyable, ça permet de limiter la casse sur un pari qui n'a pas été vraiment payant, mis à part quelques fulgurances. Pape Gueye avait lui commencé très fort avec 3 passes D sur ses 5 premiers matchs avec Séville. Depuis le dernier épisode, il a été exclu 2 fois, la première face à l'Atlético et la deuxième face au Celta Vigo avec 2 jaunes en 19 minutes. Sampaoli n'est plus le coach du club andalou et a été remplacé par Mendy Libar. Pour autant, Gueye a été titularisé dès son retour de suspension face à Valence aux côtés de Rakitic. Par rapport à son avenir, il n'y a pas d'option d'achat dans son prêt, mais pour autant ça parlait entre guillemets d'un accord oral entre les deux clubs sur les bases d'un transfert de 10 millions d'euros, mais il y a toujours cette épée de Damoclès avec la menace d'une suspension par rapport au litige avec Watford. L'équipe expliquait que l'OM voulait le vendre si Séville ne l'achetait pas définitivement. C'est un joueur international qui a gagné la CAN, qui a participé au mondial et qui a été plutôt bon depuis son arrivée à Séville. Il sera en fin de contrat en juin 2024 et va falloir rapidement agir pour éviter un départ libre. Des nouvelles maintenant de Luis Suarez à Almeria, son prêt se passe plutôt bien à titre personnel parce qu'il est titulaire indiscutable dans le dispositif de Rubi, parfois seul en pointe, parfois associé à Léo Batistao. Son bilan statistique n'est pas extraordinaire avec 2 buts et 3 passes D, au moins il a la continuité dans son temps de jeu et s'il arrive à se montrer décisif sur les derniers matchs, il pourrait nous rendre service parce que son option d'achat sera automatiquement levée si Almeria se maintient. Pour rappel, l'option d'achat est de 8 millions d'euros et ça permettrait de faire une opération blanche vu qu'on l'a réellement payé 8, sachant qu'il y avait 2 millions de bonus qu'on n'a pas atteint. Ils sont 17ème au classement à l'heure actuelle, premier non relégable au coude à coude avec Valence 18ème, l'Espagnol est à 2 points derrière et ils peuvent même bien remonter s'ils gèrent bien la fin de saison, parce qu'il y a Cadix à 2 points devant et Retafe à seulement 1 point. Ils auront un déplacement compliqué au Bernabeu, mais aussi 2 confrontations directes contre Retafe et contre l'Espagnol qui seront déterminantes pour leur maintien et donc pour l'option d'achat de Suarez qui n'a pas vraiment de perspective d'avenir à Marseille, mais pour qui le prêt se passe plutôt bien. De son côté, Salim Benseghir a joué 13 matchs de Ligue 2 avec Valenciennes, il n'a été titulaire que 4 fois et pour le coup ils ont enchaîné 3 défaites sur ces 3 titularisations. Ça reste bénéfique parce qu'il a accumulé des minutes en Ligue 2, personnellement je le trouve volontaire, remuant, parfois il tente de combiner avec ses coéquipiers en 1-2, mais c'est pas assez tranchant au bout du compte. Il s'investit beaucoup et on sent qu'il a envie de montrer de quoi il est capable. Ce sera pas suffisant pour prétendre à une place dans la rotation la saison prochaine à l'OM, mais ça reste quand même un prêt beaucoup plus bénéfique que de jouer 3 minutes contre Toulouse
Toulouse et 5 minutes contre hier en coupe. Mais quoi qu'il en soit, ce sera pas le prêt de la révélation parce que ça reste assez timide. Il sera en fin de contrat en juin 2024, sa situation sera logiquement réétudiée par la direction cet été pour prendre une décision sur son avenir. On termine cet épisode par un focus sur celui qui est probablement le prêt le plus réussi de cette saison, mais aussi depuis pas mal d'années, Isaac Touré qui s'est très bien intégré à Auxerre en devenant très vite titulaire indiscutable comme axial gauche de la défense à 3 de Pélissier. C'était l'objectif et clairement son acclimatation en Ligue 1 s'est très bien passée, 14 matchs au moment où je tourne la vidéo et une continuité dans les performances. StatOMP a sorti une stat vraiment parlante, quand Touré joue, Auxerre n'encaisse en moyenne qu'un but par match, et quand c'est pas le cas, c'est quasiment 2 buts par match. Il remporte beaucoup de ses duels en apportant sa puissance et sa solidité défensive, il a montré de bonnes choses à la relance, et comme l'a souligné le Phocéen, il doit corriger son excès d'engagement qui le pousse à prendre des cartons, et donc d'être suspendu pour accumulation de cartons jaunes, parce que c'est très punitif en Ligue 1. En tout cas, son prêt est très bénéfique, ça va lui être utile pour revenir plus fort à Marseille avec une grosse demi-saison de Ligue 1 dans les jambes. Ce sera un jeu différent, d'autres exigences, mais je pense qu'il peut être utile dans la rotation dans un premier temps, et gagner sa place par la suite quand il aura sa chance. Je pense en tout cas que les dirigeants sont très satisfaits de sa progression, et j'espère qu'on arrivera à faire d'autres prêts aussi bénéfiques par la suite, parce que c'est un axe de progression pour la direction. De notre côté, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et comme d'habitude, si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like avant de partir pour soutenir la chaîne. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche pour suivre l'actualité de l'OM à 100% sur la chaîne. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, écrivez gay dans les commentaires. De mon côté, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.